C'est bon? Allez. 1, 2, 3, générique. Hey, salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes, bienvenue dans Supplément Geek, le podcast pour les petits geekougnous que vous êtes là. Comment ils vont les petits happinouks? Écoute, j'espère que ça roule pour vous et que vous avez bien geeké depuis le dernier épisode. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un comics slash jeu vidéo qui m'est vraiment très cher, presque celui par qui tout a commencé. Alors je sais que pour les auditeurs de la première saison, ça va faire un petit peu écho, puisque j'en ai déjà parlé. Bon, c'était quand même en 2017 18 je sais plus. Alors c'était il y a de nombreuses lunes. Mais du coup, aujourd'hui, on va quand même en parler, et on va prendre le temps de décortiquer un petit peu plus ce chef-d'œuvre, et je parle de Fable. C'est quoi donc que Fable? Fable, c'est une série de fantasy urbaine qui s'est amusée à transposer les personnages de contes les plus connus, par exemple Blanche-Neige et le Grand Méchelou, Pinocchio, le Prince Charmant, etc. Et des moins connus, en tout cas en France, genre les Trois Souris Aveugles, un peu connus grâce à Shrek, mais vite fait quoi, Boy Blue, ah bah, et là vous faites moins les malins, hein, Little Boy Blue, si on n'est pas anglais, on connaît pas vraiment cette petite comptine. Voilà, ces gens, on les appelle simplement les fables. Et bah, les fables, elles ont pas eu de chance, parce qu'elles ne peuvent plus mettre les pieds dans leur royaume, dont elles ont été chassées par un méchant vilain nommé l'adversaire. Sobre, efficace. Vous imaginez facilement que venant d'un monde où on peut croiser des sorciers et sorcières, des ours qui parlent, des enfants en bois qui prennent vie, ça implique forcément la magie, et c'est grâce à la magie que nos fables peuvent vivre à Fableville, ou Fabletown en VO, au sein même de la grosse pomme, au milieu des communs. Les communs, ça, c'est nous. Même s'ils sont à New York, ils ont leurs propres règles, leurs lois avec un maire pour représenter tout le monde, qui est là un peu en garde-fou. S'il y a un maire, il y a des administrés, et notre fameuse Blanche-Neige en fait partie. Mais il n'y a pas que Fableville, il y a aussi la ferme, là où les fables qui n'ont pas forme humaine peuvent vivre. Et oui, compliqué de se fondre dans le décor quand t'es un renard qui parle, ou un dragon. C'est tout pareil pour eux, à l'exception qu'ils doivent vivre excentrés. Une fois qu'on a dit tout ça, on a juste posé le cadre en fait. Ça raconte quoi, Fable? Eh ben ça raconte les tensions, parfois politiques, souvent policières, en tout cas sur le ton du polar, et c'est comme ça qu'on va entrer dans le dur. Mais avant de vous parler de l'histoire de cette saga plus en profondeur, parlons déjà de son créateur et des gens qui ont permis de faire sa réputation. Parce que Fable, c'est réputé. Fable, c'est surtout un homme, Bill Willingham. Le petit Bilounet, il a 69 ans au moment où je vous parle, et il est dans le comics depuis bien des années. Alors attention, ça veut pas dire qu'il est littéralement à l'intérieur d'un livre. Juste, il travaille dans le milieu du comics. T'imagines le gars, il est dans un comics, genre sa chambre c'est la page 13, quand il a faim il va à page 22, il y a du poulet. Bon, faut être vraiment très petit et tout fin pour vivre entre les pages, genre un acarien peut-être, mais j'ai jamais entendu parler d'un acarien savant qui était scénariste. Avant Fable, au début des années 90, il a créé Ironwood, un comics également de fantasy, mais moins accessible aux plus jeunes, si tu vois ce que je veux dire. Il y a du en à l'intérieur de ce comics. Mais encore avant ça, il est entré chez Comic, C-O-M-I-Q-U-E, Comic, dans les années 70, et c'est là qu'il va faire ses premières armes, puis il a travaillé comme dessinateur, par exemple, sur du Green Lantern, ou du Justice League à la fin des années 80. En fait, il a commencé par ça, avant de se mettre à écrire. Dessinateur. Et il n'a pas attendu qu'on lui propose une série, il a décidé de faire Ironwood tout seul, aussi bien au dessin qu'au scénario. Ça a rencontré un petit succès, édité jusqu'en France par Comics USA. C'est eux qui faisaient Darkness et Witchblade avant Delcourt, par exemple. Aujourd'hui, c'est pas facile à retrouver Ironwood, mais c'est pas impossible. Et du coup, entre ça et Fable, il a continué à officier comme auteur et dessinateur chez Vertigo et DC Comics. Il a fait une autre mini-série, en noir et blanc, Coventry, et on sent encore ici son amour pour la fantasy, et il mélange déjà vie quotidienne et univers magique. Arrive 2002, et là il a une idée de génie, que sont devenus les fables après leurs histoires individuelles, et est-ce que ces personnages se connaissent, comment vivent-ils aujourd'hui? Fable, c'est 150 chapitres, sans compter les spin-offs,
Du coup, il a commencé en 2002, je viens de le dire, et fini en 2015. 13 ans sur cette saga, c'est quand même fou. Mais pendant qu'il s'affairait sur sa propre série, il n'a pas pour autant lâché ce qu'il faisait avant. Il a continué pendant la publication à œuvrer en tant que scénariste surtout, voire exclusivement même, pour des franchises déjà bien établies, comme Thessaly, qui fait partie de l'univers de Sandman, qui va beaucoup revenir dans ce podcast, Détective Chimp et Dr. Fate. Et à partir de 2010, c'est plus chez DC Vertigo qu'il officie, mais chez Marvel, où il a fait quelques apparitions ponctuelles. Aujourd'hui, il est beaucoup moins présent sur la scène BD Comics. Enfin, pas vraiment, parce qu'entre 2022 et 2024, on a eu 12 nouveaux chapitres de Fable, intitulés The Black Forest. Et oui, du coup, on a 162 chapitres. Mais Fable, c'est aussi un dessinateur. Au tout début de la série, pour les 5 premiers chapitres, c'est Lan Medina, dessinateur philippin, le premier philippin à avoir un Eisner Award d'ailleurs, grâce à Fable justement, mais comme je vous l'ai dit, il y a 150 chapitres, alors attention, dans nos versions reliées en France par Vertigo, c'est 11 tomes aujourd'hui. Perso, j'ai l'ancienne version, donc j'en ai 23 des tomes, qui sont un tout petit peu plus fins, quoi. Ça fait moins peur que quand on parle en chapitres. 23 tomes ou 11 tomes, c'est moins peur que 150. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, à partir du chapitre 6, c'est là que commence la vraie magie, puisque c'est Mark Buckingham qui prend le relais au dessin. Et là, c'est une autre dimension. Mark Buckingham, dessinateur anglais de 59 lunes cette année, qui nous vient du Somerset, et ce mec a un palmarès assez conséquent, déjà avant Fable. Lui, écrire, c'est pas réellement son truc, même s'il s'y est essayé, justement sur quelques chapitres de Fable. Non, lui, c'est l'illustration, le dessin et l'ancrage. On en parle peu d'ailleurs de l'ancrage, et même si le procédé existe encore, c'est tout de même beaucoup moins fréquent de nos jours, puisque la plupart des artistes vont préférer scanner les crayonnés et faire un ancrage numérique. Pour en revenir à Marc, le petit Marco là, il a justement fait quelques collaborations avec Marvel, DC ou Vertigo en tant qu'encreur à ses débuts sur Hellblazer en 88 par exemple, ou Ghost Rider 2099 au milieu des années 90. Puis en 96, il a ancré le premier numéro de Death, comique de Neil Gaiman, dans l'univers de Sandman. Et il a fait des dessins collectifs sur le deuxième. Puis, les 2 derniers, c'était lui le dessinateur attitré. On a pu par la suite voir ces images dans les pages de Titan ou sur du Spider-Man. Il a fait quelques couvertures, ce qui est quand même assez cool. C'est la première chose qu'on voit quand on achète un comics, la couverture. Il en a fait par exemple sur Génération X. Puis, en 2000, sort un one-shot chez DC nommé Merv Pumpkinhead, Agent of Dream. Une histoire hors série de... Et alors, de quoi? Hors série de Sandman. Et voilà, toujours. Il officie comme dessinateur, évidemment, avec au scénario un certain Bill Willingham. La rencontre, le coup de foudre. La suite, vous la connaissez, ils travailleront ensemble sur Fable. Je sais pas vraiment pourquoi il n'a pas été directement sur le premier chapitre, mais à partir du moment où il arrive dans l'équation, tout se met vraiment bien en place et Fable trouve un vrai caractère. Un truc qu'on voit pas souvent et qui fait le charme de Fable, c'est qu'il dessine les gouttières. Je rappelle. Les gouttières, c'est simplement l'espace entre les cases. Donc dans un comics classique, c'est blanc, ou noir si on veut être Darkos. En manga, quand c'est noir, c'est qu'on est dans le passé d'ailleurs, si vous saviez pas, maintenant vous le sachez. Et si on est foufou, on peut même dépasser un petit peu et faire sortir son personnage du cadre. Lui, il va plus loin dans Fable, il s'en sert carrément pour habiller toute la page. Il met des ornements, des petites choses en lien avec le personnage mis en scène. Il fait aussi déborder d'une case à l'autre. Enfin, vraiment, ça rend la chose beaucoup plus vivante. Et j'aime bien le terme dynamique. Mais même dans des moments plus calmes, ça marche. Donc, on peut dire que c'est stimulant, plutôt. En tout cas, c'est audacieux, ça c'est sûr, et ça marche vraiment trop bien. De temps à autre, on peut voir le travail de collègues à lui dans les pages de Fable, peut-être parce qu'il n'était pas dispo ou pour des moments un peu hors continuité. C'est pas aussi marquant que quand c'est son travail, ça perd un petit peu en saveur, mais franchement, c'est toujours qualitatif. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je veux pas voir sur X ou au journal de TF1 et BFM que mes propos ont été tronqués et créé une polémique. Je dis simplement que c'est lui qui donne le plus d'âme à cette saga et qui la rend si captivante. On peut dire qu'il a su rendre le récit lisible, appuyé sur les moments dramatiques quand il le fallait, il a apporté une dimension émotionnelle en bossant super bien les expressions des visages, par exemple. Il y aurait presque un côté cinématographique dans son découpage et son interprétation des personnages. Et enfin, parce que ça fait partie du lot, on en a un ouvrage dédié rien qu'à ça, on a les couvertures presque toutes réalisées par James Jean,
Et alors là, une qualité encore, franchement, le trio de choc en fait. Les trois là, ça a marché, mais du feu de Dieu. Elles sont poétiques, elles sont complètes, elles sont toutes uniques, jamais elles ne se ressemblent et pourtant on reconnaît bien sa patte. C'est raffiné, élégant, marquant, une identité visuelle très forte. Les couleurs peuvent être douces, parfois un peu voilées, mais il marque souvent les traits, des gros traits noirs. Il ne se cache pas, il dit clairement qu'il est influencé par le grand artiste de l'art nouveau Moucha. J'espère que vous connaissez quand même, parce que par exemple, la typo du métro, voilà, c'est l'art nouveau. L'art déco, je suis con. Dis-moi si je suis con. Oui, je suis con. Ça fait beaucoup de gros mots. Moucha, art déco, art nouveau. Ah, dis donc, mon téléphone doit m'écouter parce que c'est la première question. Alphonse Moucha, 1860-1939, est l'un des nouveaux de l'art nouveau, créateur d'affiches, de bijoux, de meubles et d'objets. Alphonse Moucha resta également très attaché à la peinture. Merci. Donc c'est bien de l'art nouveau. Je suis pas fou. Oh là là, c'est incroyable ça. Bon, en tout cas, voilà, il aime beaucoup Moucha. Ça se voit un petit peu, mais pas tant, mais effectivement, je peux comprendre l'influence. En même temps, le gars, il fait pas que du comics, James Jean, même si on a pu voir ses illustrations sur Umbrella Academy ou Green Arrow, il évolue aussi dans des milieux comme la mode, ou encore dans des publications internationales, avec une collaboration chez Prada. On a pu voir ses œuvres pour le Time Magazine, pour le New York Times, Rolling Stone. Enfin voilà, le mec, il est vraiment hyper chaud. Dans les premiers chapitres, on entre dans l'histoire via une enquête menée par le grand méchant loup, le fameux Bigby, shérif de Fableville. Alors il ressemble pas à un loup, il a l'aspect d'un homme, enfin pour l'instant, et cette enquête c'est pour résoudre le meurtre de Rose Rouge, sœur de Blanche-Neige. On a quelques suspects, petit aparté, quand j'étais petit j'avais une carte à collectionner, et il y avait écrit la définition de suspect, ça volait pas très haut, ça disait susprout. Bon je voudrais quand même savoir si j'ai rêvé cette carte ou si ça a bien existé, je crois que les cartes étaient rondes d'ailleurs, et qu'il y avait des caricatures de persos un peu entre les crados et les têtes à claques. Si ça dit un truc à quelqu'un, dites-moi, j'ai jamais réussi à retrouver ce truc. Donc voilà, dites-moi si je suis fou ou si ça a existé, si quelqu'un s'en souvient, j'aimerais beaucoup qu'on me le dise. Bref, il y a des personnages mis en doute sur cette affaire, mais deux sont vraiment en haut de la liste. Prince Charmant, Prince Charming, qui est un beau salaud avec ses dames. Le mec est l'ex de toutes les princesses de conte, et elles sont toutes dans Fable, donc imaginez bien le problème. Et Rose Rouge a aussi été sa femme, comme Blanche-Neige d'ailleurs. Je me vois mal me marier avec ma meuf, la larguer et me marier avec sa sœur, mais visiblement lui, ça lui a pas posé de problème. On a un autre suspect qui lui a à son actif déjà pas mal de casseroles, et peut-être des poils même, des petites cassolettes. Il a peut-être beaucoup de choses comme ça. Voilà, pour dire à quel point il a des valises, des sacs à main, des sacs à dos. Tout ça pour dire que il a à son actif déjà pas mal d'anciens meurtres. Et c'est aussi l'ex de la fille morte. Donc bon, voilà, l'amour. Bon, on va dire que ça met en place les personnages, on entre dans le monde comme ça, mais dès que Mark Buckingham arrive au dessin, au tome 6, on sent que le récit prend en maturité et ça arrive très vite. Ça devient un peu plus politique, sans pour autant mettre l'action de côté. Trahison, bataille, dragon. En fait, c'est Game of Thrones, mais à New York. Et c'est pas aussi barbant que Game of Thrones. Imaginez un peu, il se passe des trucs dans chaque chapitre. Oh, la balle perdue. Je vais me faire cancel. Pardon, je présente mes excuses aux fans de Game of Thrones. J'ai rien contre les histoires d'amour entre frères et sœurs. Enfin si, en fait. C'est horrible, mais ce que je veux dire, c'est que je vous accepte comme vous êtes. Déviant, mais vous avez quand même l'air mignon. Bref, c'est plein de rebondissements. Le concept de fables qui vivent au milieu d'une grande ville sans être vus, ça va être super bien utilisé, puisque certains communs arriveront à soupçonner qu'il se trame quelque chose d'étrange dans leur ville. Les histoires entre les royaumes prennent plus de place aussi. Oui, il y a plusieurs royaumes. Ça aussi, c'est bien foutu, tout est cohérent. Sûrement parce que Buckingham a suivi sa saga jusqu'au bout. Même la fin est bien, et réussir une fin, c'est pas facile. Hein ? Game of Thrones. Bon, si vous voulez lire ça, je l'ai déjà dit, mais je me répète, c'est chez Urban Comics, aujourd'hui en 11 gros tomes, ou d'occasion en 23 tomes plus fins. C'est la version que j'ai et c'est très bien aussi. Mais par contre, vous n'aurez pas la suite, The Black Forest, alors que sur la nouvelle édition, c'est justement le 11e tome. Perso, j'ai préféré prendre les versions originales plutôt que d'avoir les 23 tomes et hop, choper le numéro 11 de la nouvelle édition pour finir la collecte. Donc voilà, je me retrouve avec 23 tomes en français, reliés, Urban Comics, très belle édition, de toute façon ils font toujours du bon taf.
et j'ai les 12 nouveaux chapitres de The Black Forest en VO, donc voilà. Puis les petits issues, là, vous voyez, américains. Je l'ai pas dit, mais on retrouve aussi Mark Buckingham sur ces chapitres, avec le même travail d'habillage des gouttières, c'est toujours magnifique, même en reprenant la série 7 ans après. Mais Fable, c'est pas que le comics. En 2013, sur ma Xbox 360, j'ai joué à un jeu, parce que gratuit sur l'Xbox Live Arcade, faut le dire, et ça s'appelait The Wolf Among Us. J'ai adoré ce jeu, et c'était pas gagné parce que j'avais jamais joué à un point and click. Je l'ai lancé, et là, j'ai pas pu m'arrêter. Le design, l'ambiance polar noir, le fait de suivre l'enquête en étant Bigby et le grand méchant loup shérif, c'était rugueux, c'était moite, et franchement, je suis devenu vite fan de ce jeu, créé par Telltale, qui ont fait d'autres jeux dans le même style, comme Batman ou Walking Dead, qui était très bien d'ailleurs, le Batman, je l'ai beaucoup aimé aussi. Ça se découpe en 5 chapitres, ça fait office de préquel au comics, même si je trouve que c'est plus inspiré du comics qu'autre chose, n'empêche qu'à l'époque, ça m'a convaincu. C'est un jeu où les dialogues sont un choix multiple, et c'est peut-être mon seul reproche, je vois pas vraiment l'importance des choix. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas un gros gamer, c'est pas très grave, pas besoin d'être geekos de la manette pour jouer. Donc franchement, si vous avez l'occasion, foncez. Juste, voilà, vos choix n'auront pas forcément d'impact sur l'histoire plus que ça. On n'est pas non plus dans Detroit Become Human. Mais ça reste quand même très très cool à jouer, et l'histoire est vraiment méga stylée, donc je vous le conseille tout de même. Et je me souviens qu'en finissant le jeu, il y avait une image qui mentionnait que c'était tiré d'un comics. Et j'étais tellement triste de quitter le jeu que je me suis dit, faut absolument que je replonge dans ce monde de contes un peu poisseux, violents mais remplis d'émotions. Et je suis allé direct dans une librairie et j'ai lu mon premier comics de Fable comme ça. Et je vais même vous dire, c'est en lisant ces comics que je me suis remis à lire des comics tout court. Parce que gamin, j'avais 2-3 Spider-Man, ok. J'étais déjà fan de Venom, voilà. Un petit peu moins de Batman, j'ai mis du temps. Mais c'était vite fait, quoi. J'aimais bien ça. J'en avais pas dans mon appart d'adulte. Et en me lançant là-dedans, j'ai plongé dans une spirale de bouquins avec des bulles dedans. Donc Fable a vraiment une importance particulière dans mon parcours de geekounou, puisque sans ce jeu, sans ses comics, sans son histoire si bien foutue, aujourd'hui je partagerai sûrement rien avec vous et je serai pas derrière ce micro à prendre autant de plaisir à vous parler. On attend toujours The Wolf Among Us 2, annoncé en 2017 pour une sortie en 2018, repoussé en 2019 suite à des problèmes internes, annulé parce que Telltale a fermé à la fin de la même année, puis repris en 2022 parce que les gars de Telltale ont repris leur job, et on a même eu un trailer qui annonçait 2023 en gros à la fin de la vidéo. En 2025, toujours rien. Bon, il semblerait quand même qu'on soit pas si loin de voir ce jeu sortir. On devrait même en savoir plus d'ici très peu de temps. Ça se trouve même, après que j'ai enregistré, on aura des nouvelles. On verra pendant que je monte. Si jamais on en a, je ferai une petite aparté. Louloulou. Vous croyez que c'est fini ? Eh non, on va parler des spin-offs, en commençant par celui d'un personnage emblématique du monde de Fable. Il s'agit de celui qui a soi-disant grimpé une immense tige de haricots et vaincu des géants à l'âge de 12 ans et découvert un royaume dans les nuages. Oui, je parle de Jack, connu sous le nom de Jack Horner, Jack Be Nimble, Jack le tueur de géants, Jack Frost, Jack O'Lantern, bref, c'est un Jack multiple quoi. Enfin, il est vraiment Jack Horner, mais il a de multiples autres noms. Jack est le haricot magique, Jack est le haricot géant, c'est lui, c'est le même Jack, vous avez bien compris, il monte la tige, il tue les géants, boum. Ce Jack, qui disons-le tout de suite, est un raté de première, imbu de sa personne, misogyne, voleur, mythomane, mais bon, pas vraiment méchant, il est juste insupportable, on l'aime bien quand même, eh bien, il a eu le droit à sa série à lui, intitulée Jack of Fable. On y suit ses déboires de paria, ses aventures aussi absurdes que lui, et sa capacité à se foutre dans la merde à chaque fois, mais à réussir à s'en sortir de façon abracadabrantesque pour replonger plus profondément dans une merde pire encore. C'est drôle, ça bouge, c'est joli, et c'est dispo chez Urban Comics, en France, en 3 tomes, depuis 2019. À l'époque, c'était pas le cas, j'ai eu les versions VO en premier parce que je voulais absolument continuer mon voyage avec mes fables préférées, puis j'ai trouvé les versions Panini Comics. C'était censé être en 6 tomes chez eux, mais ils en ont fait que 5. Mais rassurez-vous, le 6e est sorti chez Urban Vertigo, un an après, donc j'ai les 6 en VO et en VF. Chez Panini, chez Vertigo, bon bref, aujourd'hui c'est plus simple. Urban Comics, Vertigo, 3 tomes. Voilà, boum boum boum, c'est plus simple. C'est toujours Bilounet, notre petit Bill là, Bilounet, qui écrit, mais il écrit pas tout seul. Il coécrit avec, alors à l'époque, Matthew Sturges,
c'est ce qui a écrit sur mes bouquins, et je crois pas d'ailleurs qu'Urban ait changé non plus sur la dernière édition en date, mais maintenant c'est Lila, et non plus Matthew. Elle est scénariste, elle a écrit pas mal sur Blue Beetle, 27 numéros quand même, et 42 numéros de House of Mystery aussi. Elle a même rebossé avec Bill sur Justice Society of America. Au dessin, pas de Mark Wingham, hélas, mais ça va, c'est quand même canon. Tout se vaut pas, parce que y a quand même pas mal d'artistes différents sur la série. Ceux qui reviennent le plus, c'est Tony Akins et Russell Brown, et quand c'est eux, ça marche très bien. On a d'autres spin-offs, plus ou moins liés avec l'histoire principale de Fable. Le très bon Cendrillon, bon baiser de Fableville. Ici, Cendrillon est une sorte de Black Widow qui essaye d'interrompre un trafic d'artefacts dans une première histoire, puis dans un deuxième temps, elle se retrouve au milieu d'une affaire de meurtre. Le perso est très cool dans Fable, et elle méritait bien d'avoir un récit rien qu'à elle. Pareil, c'est chez Urban en one-shot. Écrit par Chris Robertson, mis en image par Sean McManus, et les couleurs sont de Lee Loughridge. J'ai parlé du jeu, je vais pas m'attarder, mais il y a 2 tomes de The Wolf Among Us, toujours chez Urban, avec la même DA que sur nos écrans, bon c'est sympa, voilà, pas m'attarder là-dessus. On a un hors-série direct, avec 1001 nuits de neige. Là c'est écrit par Bill et Mark, Mark qui écrit donc, qui ne dessine pas que, il écrit aussi. Et on a une flopée d'artistes au dessin. Blanche-Neige est prisonnière d'un sultan en manque d'affection, encore un mascu problématique, évidemment, et c'est la capacité de Blanche à compter des récits qui lui permet de survivre. Et on a enfin le meilleur spin-off de cet univers, le très très bon Fairest. Chaque tome se concentre sur un ou plusieurs persos, la Belle au bois dormant qui fait équipe avec Ali Baba contre la Reine des Neiges, Cendrillon et l'omniscient miroir magique, le prince charmant qui veut se recaser avec une héroïne venue d'Inde. Bref, c'est vraiment dans l'esprit de Fable. Ça continue bien les récits et ça permet de rester avec eux encore un petit peu. Toujours supervisé par Bill Willingham, on retrouve quand même Marc Andreiko à la plume sur une bonne partie et Sean McManus, Phil Jimenez ou Inaki Miranda au dessin. C'est 6 tomes et c'est toujours chez Urban, ils ont toute la licence. Il y en a un dernier, moins attendu, plus surprenant, sorti en septembre 2021 aux US, avec un encapé à oreilles pointues. Il est la nuit, il est la peur, il est Gotham. Batman vs Bigby, A Wolf in Gotham. Et oui, on a eu un crossover Batman et Fable. Bon là, il faudra forcément lire en anglais, c'est jamais sorti en France. C'est assez court, c'est juste 6 chapitres, donc 6 issues, 6 numéros quoi. Et on retrouve Bill Willingham, toujours, qui en a fait des trucs avec son grand méchant loup. C'est marrant, c'est pas obligatoire. En gros, Batman trouve des scènes de crime qui laissent penser qu'un grand méchant loup déchiquette ses victimes, et tiens donc, un grand méchant loup est dans les parages. Mais est-il vraiment le grand méchant loup de cette histoire ? Vont-ils visiter Gotham et le royaume de Fable ? Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, surtout que je crois qu'on a fait un giga-tour de tout ce qui existait autour de cette série. Je vous ai partagé mon amour pour cette histoire et son univers. J'espère que certains d'entre vous seront curieux et découvriront cette pépite et qui sait l'aimeront autant que moi. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé Fable, laissez un commentaire, mettez 5 étoiles, évitez d'en mettre point s'il vous plaît, partagez, blablabla, et vous connaissez en fait. Bon, mes petits loups d'amour, mes geekougnous, je crois qu'il est temps de se dire à la semaine prochaine. En attendant, geekez bien vos geekeries. Bisous, ciao ciao. Hasta la vista, baby.